Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Que diriez-vous de partir cet été avec une petite monture équatoriale allemande pour pouvoir photographier la Voie lactée et les constellations? Malheureusement, aujourd'hui sur le marché, les montures qui vous sont proposées, que ce soit la petite Omegon, que ce soit la Star Adventurer Mini ou la Star Adventurer Pack Full, eh bien ces petites montures coûtent jusqu'à 400 € pour la monture Star Adventurer Pack Full avec le trépied ou l'équivalent aussi de chez Bresser, puisque j'ai vu que Bresser venait de sortir un modèle également. Donc c'est quand même un budget assez conséquent, et quand on commence à s'équiper en tant qu'astronome amateur, on commence déjà par le boîtier, par un objectif quand même un minimum ouvert, par exemple un Samyang, et à un moment donné, le prix de la monture, ça commence à devenir un petit peu problématique. Il y a un mois, j'ai découvert l'invention de Simon Robert, qui est astronome amateur, passionné de mécanique et notamment de conception 3D. Il a conçu une petite monture équatoriale allemande à imprimer chez vous en PLA, donc avec une imprimante 3D standard que l'on trouve chez des particuliers ou sur des Fab Labs. Et donc, je me suis dit, ce serait un bon sujet de vidéo de vous présenter cette monture, de voir un petit peu ce qu'on pourrait espérer faire avec cette monture et pourquoi pas donc du coup imprimer la vôtre, l'assembler et partir avec en vacances. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors je vous propose de commencer déjà par un petit rappel sur ce que c'est qu'une monture équatoriale allemande. Une monture équatoriale allemande, c'est assez simple. Le principe est de compenser la rotation de la Terre. Vous le savez, la Terre fait un tour sur elle-même en 23h56 par rapport aux étoiles, 24 heures par rapport au Soleil en moyenne, bien évidemment. Et donc la monture équatoriale vise à compenser cette rotation de la Terre sur elle-même par rapport aux étoiles. Donc elle s'articule autour finalement d'un pivot central qui s'oriente en direction de l'étoile polaire pour l'hémisphère nord, bien sûr, enfin de l'axe polaire, l'étoile polaire étant à 1/2 degré de cet axe polaire. Elle va tourner sur elle-même à vitesse très très lente, 15 degrés par heure, ça nous fait 15 secondes d'arc par seconde. Une seconde d'arc, c'est 1/3600 de degré. Et donc, cette rotation doit être suffisamment précise quand même pour pouvoir donc suivre globalement les étoiles et nous permettre de faire des pauses un petit peu plus longues. Vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne dans les premiers épisodes sur la photographie, par exemple de la Lune, sans motorisation, mais donc même avec un Dobson, ou même la photo d'une comète, la comète Virtanen à l'époque, avec un appareil photo sur pied fixe, j'avais quand même fait l'essai. Mais avec cette petite monture là, on pourra aller beaucoup plus loin, puisque là, les temps de pause, on va pouvoir les allonger un petit peu, et on va pouvoir peut-être monter un petit peu en focale. Alors typiquement, cette monture équatoriale se présente donc comme vous la voyez devant moi. Vous avez l'axe polaire qui est ici. Donc il est incliné en fonction finalement de votre latitude. Donc si vous êtes à 45 degrés de latitude nord, vous allez l'incliner à 45 degrés. Donc c'est le rôle de cette pièce en plastique que vous voyez là, elle est conçue à 45 degrés. Si par contre vous êtes à 50 degrés nord comme c'est mon cas, vous allez incliner la tête de votre appareil photo. La bonne idée de Simon a été de faire cette pièce là qui se met directement sur une griffe de type Manfrotto donc qui est standard pour appareil photo standard, et donc là à partir de ce moment là c'est tout simple à fixer, il n'y a pas de fixation par pas de vis, donc on a quelque chose d'assez robuste. La deuxième pièce est une pièce d'axe qui va gérer l'axe. Donc vous allez avoir un roulement à billes ici, un autre ici, la motorisation avec ces deux pignons. Ici donc vous avez la pièce transversale qui va tourner donc selon la rotation en ascension droite. J'ai mis entre les deux une petite rondelle pour assurer un glissement, parce que je trouvais que j'avais un petit peu de friction entre les deux. Là-dessus, bien évidemment, il va falloir équilibrer notre monture. Vous avez donc votre appareil photo qui est ici. On va voir qu'on a plusieurs façons de pouvoir le fixer dessus. De l'autre côté, vous mettez bien évidemment un lest de musculation ici, 1 kg. On trouve ça à 1,50 € chez Decathlon. Au niveau de la rotule, vous avez deux possibilités.
À droite, vous avez une rotule boule standard finalement pour appareil photo qui sera très pratique pour des petits compacts, etc. parce que vous allez pouvoir incliner votre appareil photo autour de la boule. Par contre, ça déséquilibre un petit peu, il faudra revoir l'équilibrage et la position du lest. L'autre possibilité pour les objectifs un petit peu conséquents, c'est de prendre un collier directement sur l'objectif. Donc il va travailler par rapport au centre de gravité du couple boîtier-objectif. Et là, vous pouvez le mettre sur une pièce qui va coûter finalement le même prix et qui va faire le mouvement selon un seul axe. En fait, c'est une base d'azimut pour les têtes panoramiques. Et donc ça, ce sera très bien parce que ça va nous permettre de rapprocher le centre de gravité donc de l'axe de notre monture. Le montage n'est pas très compliqué à la fabrication, donc vous imprimez les différentes pièces, il y en a pour 12 heures d'impression à peu près. Le coût est de 2 € au niveau du PLA. Là-dessus, on mettra une petite pièce en métal ici et puis on mettra les deux vis. Il y a 2 écrous prisonniers là. Ce sera assez simple. Là, on verra travailler éventuellement le jeu. Moi, j'ai rajouté deux toutes petites pièces. Ensuite, vous avez 2 roulements à billes ici à frapper et à mettre dedans. Ce sont des roulements qui sont plus costauds que des roulements à billes de roller. C'est une des pièces les plus chères de la monture. L'axe est un axe en cuivre donc de plomberie de 10 mm de diamètre extérieur. On a une petite vis avec un écrou prisonnier qui vient le bloquer, donc il y a un petit trou à faire. Et ce sera pareil de l'autre côté pour le pignon. Par contre, le pignon du moteur peut se retirer comme on veut, donc ça permet de se réorienter rapidement. Pour le contrepoids, c'est assez simple. J'ai 2 pièces en bois là qui viennent faire la fixation, qui sont faites tout simplement avec une scie cloche. C'est collé ensuite à la colle à bois. Vous avez 2 écrous qui permettent de bloquer la position du lest. Et là, il vient se visser déjà dans le plastique, enfin dans le PLA, et vous avez un écrou qui est normalement ici, mais que visiblement que je n'ai pas emmené avec moi. Bon, c'est pas très grave, déjà ça tient suffisamment pour la démonstration. Voilà. Ensuite, là, vous vous fixez avec une vis spéciale pour donc appareil photo, hein, c'est du Pakodak. C'est une vis de 18 mm, ça coûte quelques euros. Voilà, l'assemblage n'est pas très compliqué, mais quand même assez délicat. Il ne faudra pas trop violenter la monture. Et puis c'est bien percer les deux petits points de fixation. Pas percer au travers, il faudra juste biseauter les vis. Mais tout ça est très bien expliqué dans la petite notice sur le site Instructable de la part de Simon. La construction de votre monture 3D Adventurer commence déjà par l'impression. Il vous en coûtera environ 2 € de PLA, le fil plastique à fondre utilisé par ces imprimantes 3D, mais surtout 12 heures d'impression. Vous avez plusieurs pièces à imprimer, vous pouvez choisir des couleurs différentes, du noir et du rouge, comme c'est le cas ici. Si vous n'avez pas d'imprimante à votre disposition, vous pouvez vous rendre auprès d'un Fab Lab. Il s'en trouve dans les différentes grandes villes de France. Ensuite, vous prenez la vis de 18 mm au pas photo et vous assemblez la partie qui va faire le lien entre l'ascension droite et la déclinaison avec la rotule. De l'autre côté, vous mettez un écrou M8 et une tige filetée de 8 mm qui se visse déjà à travers le PLA et ensuite à travers l'écrou. Prenez ensuite un profilé en métal, si possible du cuivre de 10 mm de diamètre, vous le passez à travers. Préparez le poids, donc ici avec une scie cloche j'ai fait 2 petits disques de bois et ensuite j'ai percé le centre donc au diamètre extérieur de ma tige filetée, c'est-à-dire 8 mm. Ensuite on va mettre l'ensemble donc avec l'appareil photo, la rotule que je prévois d'utiliser et on les met l'un sur l'autre, l'un en face de l'autre. L'objectif c'est de trouver le point d'équilibrage global, donc dans la configuration bien sûr d'emport maximal. On va marquer quelques centimètres plus loin la tige filetée avec un Dremel et ensuite on va découper complètement la tige filetée avec ce Dremel. Bien sûr, n'oubliez pas d'ébavurer le bout de métal restant de façon à ne pas vous blesser, mais surtout à pouvoir passer les écrous suivants. On va passer maintenant à l'axe en ascension droite. L'objectif maintenant, c'est de déterminer la longueur de celui-ci et ensuite de le couper. Donc pour ça, on préassemble la monture et vous pouvez prendre une pièce donc un outil pour découper les tubes de plomberie. Ça fonctionne très bien. Vous marquez le tube et ensuite il suffit de faire des tours comme ça et à un moment donné, le tube de plomberie va pouvoir se découper sans problème.
Ensuite, on va percer un tout petit point de repère et puis ensuite améliorer un petit peu ce perçage. Alors prenez un forêt vraiment petit et ne traversez pas le métal, ça va nous servir de point vraiment à visser. Prenez donc une petite vis en M2,5 et vous la taillez en pointe sur un disque frité pour pouvoir l'insérer et assurer un blocage. Maintenant, on va s'occuper vraiment de l'axation son droite proprement dite. Donc, nous avons deux énormes roulements à billes à fixer. Alors, les fixer au marteau, c'est possible, mais il faut faire très attention à ne pas y aller trop fort parce que le PLA est quand même cassant à un moment donné. Il ne faut pas oublier que c'est une structure en nid d'abeille et comme vous pouvez le voir, j'ai fondu le mien. Néanmoins, la monture n'a pas de jeu, hein, ça tient vraiment très bien. Ensuite vient une opération un petit peu délicate. On va prendre du papier de verre à l'eau, c'est-à-dire un papier de verre qui résiste à l'eau et qu'on va mouiller. Et on va ajuster le diamètre extérieur donc du profilet en cuivre de plomberie de façon à ce qu'il glisse parfaitement, enfin qu'il puisse être inséré à travers les deux roulements à billes. Ensuite on vient insérer le tout, donc là j'ai été obligé d'utiliser un tube de plus grand diamètre. Une fois qu'on a fait vraiment le repérage des positionnements vraiment définitifs, on vient percer le deuxième petit point. Donc vous voyez que j'avais traversé complètement le cuivre, ce qu'il faut éviter parce qu'on va vite créer du jeu. On va fixer la pièce donc à 45 degrés de fixation sur la rotule Manfrotto et on met donc le roulement proprement dit. Alors le moteur, vous ne le voyez pas sur ces images, il est très simple à fixer finalement, c'est tout simplement deux vis et en fait il se fiche au travers et puis ensuite on lui mettra son pignon. Et votre monture est prête à l'utilisation une fois que vous aurez fait l'électronique. Donc l'ensemble se déplace sur la base d'un moteur, donc pas à pas, un 28 VYJ48, donc c'est un tout petit moteur qui coûte à peine 3 €. C'est un moteur qui peut s'alimenter en 5 volts et 12 volts, mais 5 volts va suffire. Et on va le commander en fait avec une petite carte Arduino, donc ça c'est une Pro Mini. Et là vous avez un ULD, alors il y a le 2003 où il y a le 2803, il a simplement deux tranches, il a seulement 8 sorties au lieu de 7. Mais sinon c'est le même composant, donc c'est des petits transistors d'Arlington. Et donc avec ces petits fils là on vient commander. Donc la raquette que vous voyez c'est l'ancienne du Photostroke, donc elle a beaucoup plus de fonctions puisque moi j'ai carrément une raquette ici qui me permet d'avoir des fonctions intervallomètre, etc. Donc voilà, des aides pour la mise en station avec la méthode d'Arv. J'ai la possibilité d'autoguidage mais on ne va pas l'utiliser. Et en mode run là, donc là j'ai la vitesse de rotation, donc je suis à 0,56 pas par seconde. Je peux avoir un mode manuel pour aller un petit peu plus vite, mais bon ça on va pas tellement s'en servir. Mais surtout après derrière je vais avoir un intervallomètre qui va être intégré à l'intérieur de la raquette, donc ça peut être très intéressant. Donc bien évidemment avec soit ce petit interrupteur, soit le bouton poussoir, soit l'optocoupleur, eh bien je peux commander l'appareil photo sur la base de la fonction intervallomètre. Et donc l'ensemble au final s'alimente avec un simple petit boîtier chargeur pour appareil photo et c'est tout à fait suffisant. Alors bien sûr vous allez me demander un petit peu qu'est-ce que donne cette monture en utilisation et quels résultats on est en droit d'attendre d'une telle monture qui, vous allez le voir après tout à l'heure, est quand même franchement pas chère. Donc j'ai fait plusieurs tests, mais avant ça j'aimerais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Certains utilisent la méthode des 500 ou la méthode des 350 suivant que vous êtes en full frame ou en APS-C. En fait cette méthode pour moi elle ne marche plus pour la très bonne et simple raison que les appareils photo numériques ont des pixels tellement plus petits maintenant qu'on ne peut plus rien comparer. Si je vous compare le Sony A7R II et le Sony A7S, vous allez comprendre tout de suite avec la taille des pixels. Le Sony A7S fait 12 millions de pixels quand celui-là en fait 42 millions. Et bien qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que avec le Samyang 135, j'ai un échantillonnage de 6,92 secondes d'arc sur le R2, alors que j'ai un échantillonnage de 12,97 secondes d'arc sur le A7S. Donc au final, le Sony A7R II est quand même 2 fois plus exigeant en termes de précision d'une monture, en termes de suivi, etc., que le Sony A7S. Donc, très clairement, je ne peux pas comparer
et me dire, voilà, en prenant une même règle, finalement, quel que soit le boîtier, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc vous avez un tableau que je vous affiche à l'écran, et ce tableau, vous le trouverez en téléchargement dans la description, et vous indiquera tout ce qu'il y a à savoir. Premier groupe, donc sur la colonne de gauche, vous allez avoir les appareils photo APS-C, et principalement les boîtiers Canon qui sont quand même les plus répandus en astrophoto, donc de 8 millions de pixels à 24 millions de pixels, avec le Canon EOS 2000D. Donc si vous avez un 752K à 24 millions de pixels également, ça marchera aussi. Vous avez ensuite deux boîtiers Sony, les tailles des capteurs ne sont pas strictement la même. Vous avez le 24 millions de pixels avec le Sony Alpha Sybil et le 31 millions de pixels. Sony avait annoncé la datasheet, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Ensuite vous avez les full frame avec le Canon 5D, et puis les différentes générations des 5D Mark II à 4, et puis le 5DS, qui fait 50 millions de pixels. Alors bien sûr, entre un 50 millions de pixels et un 12,8 millions de pixels, vous ne pouvez rien comparer. Et vous avez ensuite les Sony Alpha 7, donc avec le 7S, le 7, le 7R, R2, R3, et ensuite le R4. Donc là aussi, vous n'avez pas du tout les mêmes tailles de pixels, donc c'est ça qui va être important. Quand vous prenez ensuite un objectif, il y a des règles de calcul, donc j'ai fait tous les calculs pour vous, et le premier groupe donc, de résultats qui apparaissent ici, c'est donc l'échantillonnage de votre couple objectif appareil photo, c'est-à-dire un pixel du capteur correspond à n secondes d'arc sur le ciel. Et donc c'est comme ça que je trouve les valeurs d'échantillonnage donc de mes appareils. Si je prends le Sony A7R2 sur le Samyang 14, et ben j'obtiens 66,70 secondes d'arc par pixel. Alors là-dessus ensuite on va regarder au niveau de la motorisation de notre monture. Donc Simon a distribué de façon complètement gratuite et open source les fichiers de la monture et bien sûr le code source Arduino de base est suffisant au départ. Et donc il nous a fait le calcul et nous indique qu'il va falloir faire un demi-pas tous les 3,5 secondes. Vous le savez, le ciel tourne de 15 secondes d'arc par seconde, ça signifie qu'entre deux demi-pas du moteur, pendant ce temps-là, la monture va plus du tout bouger et le ciel aura tourné de 52,8 secondes d'arc. Donc ça signifie qu'avec mon couple Sony A7R2 plus Samyang 14, et ben en fait le ciel a tourné un petit peu moins de 1 pixel pendant le temps de ces 3,5 secondes. Par contre, si je prends le Sony A7R2 avec le Samyang 135, là le ciel aura tourné de 7,64 pixels entre ces deux demi-pas. Et donc forcément, mes étoiles seront filées, et elles seront filées systématiquement. Sauf si je faisais des pauses vraiment beaucoup plus courtes, mais en fait dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir une monture motorisée, bien sûr. Donc là-dessus, c'est vraiment à partir de ça qu'on va travailler. Le deuxième phénomène qu'on va avoir, c'est l'erreur périodique de la monture. Celle-là, elle est également inévitable, c'est-à-dire que vous avez des pignons dentés, et en fait, les dents vont avoir tour à tour des moments où il va y avoir une avance par rapport au mouvement attendu, et des moments où on va avoir des retards, parce que les dents vont être plus ou moins en pression les unes sur les autres. C'est pas quelque chose de régulier. On n'est pas sur des pignons à chevron de chez Citroën, puisque Citroën, le chevron correspond à ce brevet pour les pignonnages des moteurs de voiture. Et qui évite ce phénomène justement d'à-coup dans l'effort, et effectivement on n'a pas ça sur nos montures malheureusement. Et donc j'ai pu observer également ça. Je peux vous montrer un petit bout de film donc sur Jupiter. Vous voyez Jupiter et ses lunes avec le A7R2 et le Samyang 135, et on peut voir que de temps en temps, tous les 15 à 20 secondes à peu près, eh bien j'ai un petit coup où on voit que voilà, on a une période où ça bouge un petit peu, mais surtout on a un petit décalage de notre cible vis-à-vis de notre position théorique. Voilà, donc ça va être une autre problématique, c'est que même si on était bon vis-à-vis de notre 3,5 secondes, on a aussi ça qui vient s'additionner pour le moment. Donc j'ai fait quelques essais. J'ai fait un premier essai avec voilà, le plus brutal, le Sony A7R2 sur le Samyang 135. Mon échantillonnage donc il est de 6,92 secondes d'arc par pixel. Et vous pouvez constater que si je prends toutes les photos, et bien clairement mon image elle est quand même sacrément bougée. C'est quand même pas quelque chose de strictement exploitable.
Deuxième possibilité, c'est de ne retenir les images que les plus nettes. Donc on passe à peu près à la moitié des photos qui sont nettes. J'étais par des pauses de 4 secondes à cause de ce coup de dent que j'ai toutes les 15 secondes. Là c'était inenvisageable de faire des pauses de 30 secondes. Et là, à ce moment-là, on peut voir qu'on a un truc un peu plus net, mais qui n'est pas strictement présentable, parce que c'est quand même franchement bougé. Par contre, on arrive à résoudre un peu l'amas globulaire. Si je prends cette fois le Sony A7S, on a un échantillonnage, cette fois, à donc 12,97 secondes d'arc par pixel. Et donc, ce qu'on a dit également, si on prend l'échantillonnage de notre couple capteur 1PN par rapport effectivement à cette durée de 3,5 secondes, on peut calculer cette dérive déjà minimale, on va dire, en pixels. Et donc là, sur le Sony A7S, c'est 4 secondes c'est 4 pixels au lieu de 7,64. Et là, vous pouvez voir que ma photo est déjà quand même en apparence un peu moins bruitée, elle est moins résolue également. Elle est déjà plus présentable, et si je ne retiens que les images les plus nettes, là, vous pouvez voir qu'on a quelque chose déjà de beaucoup plus présentable. C'est pas parfait, mais on a quelque chose qui va quand même dans le bon sens. Si maintenant je prends le Sony A7R2 sur le Samyang 14, là à ce moment-là, ma dérive entre mes deux demi-pas, elle est de 0,79 secondes d'arc. Vous pouvez voir que donc la photo là, par contre, je l'ai faite en APS-C, donc je fais du crop capteur au centre. Pour une très simple raison, c'est que sinon l'objectif il a un angle tellement dingue que j'ai à la fois le balcon, le pylône qui est là, derrière j'ai le bâtiment, c'était inexploitable. Et donc là par contre, les étoiles sont parfaitement nettes et parfaitement rondes. Donc il y a bien un couple d'échantillonnage et de focale d'objectif qui va passer avec cette monture, et c'est un petit peu cette limite là qu'il faut trouver. Donc je peux vous montrer maintenant une photo qui a été faite par Simon lui-même avec Canon EOS 750D de 24 millions de pixels et un objectif de 24 mm. Les étoiles sont pas parfaitement rondes, mais néanmoins, alors je crois que cette photo-là, il l'avait faite avant d'avoir corrigé une petite erreur dans les calculs de vitesse. Et bien là, à ce moment-là, sur ce couple-là, on se retrouve à peu près à moins de 2 pixels d'écart par rapport donc à cette imprécision naturelle de la vitesse du moteur. Donc là, on va commencer à avoir un résultat qui est présentable. N'oubliez pas qu'il ne faut pas être un absolutiste du pixel, dans la mesure où les étoiles, elles bavent toujours un petit peu sur les pixels adjacents avec ces objectifs d'appareil photo. On n'est pas tous à posséder des Sigma Art ou les objectifs vraiment haut de gamme de chez Canon, de chez Sony. Et maintenant Sigma aussi se met à faire du très très haut de gamme. Donc là, les étoiles, elles bavent toujours un tout petit peu. Donc j'ai envie de dire que fonction de votre boîtier, il va falloir essayer de calculer cette focale d'objectif qui va être raisonnable par rapport aux performances actuelles de la monture. Et là-dessus, vous avez donc ce tableau qui vous donne cette dérive entre ces deux coups de dent. Donc là, on ne parle pas encore de l'erreur périodique qui va s'additionner. Mais si on vous laisse autoriser par exemple une dérive de 2 pixels, je pense que ce serait pas mal. Et vous pouvez voir que donc sur tous les appareils APS-C, eh bien on va quand même pouvoir s'en sortir pas trop mal, même jusqu'à 28 mm de focale, 38 pour certains d'entre eux. 50, là on va toucher les 2 secondes d'arc, les 2 pixels d'erreur. Pour les boîtiers full frame, bah, ça va être un petit peu pareil, mais sauf que les boîtiers full frame ont en natif déjà quand même des pixels un petit peu plus gros, sauf les très 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 haut de gamme. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la performance de la monture, ce sera un objectif de 24-25 à 35 mm de focale sur des boîtiers 18 à 24 millions de pixels APS-C. On va pouvoir pousser à un 50 mm de focale avec un full frame, par exemple comme le Sony A7S. À mon avis, je pense que ça va vraiment bien passer. Au-delà, pour le moment, on n'est pas encore dans ces performances. Donc j'en ai parlé avec Simon et je lui ai dit bah, voilà, quelles seraient les pistes de réflexion. Une piste de réflexion, ce serait faire du micro-stepping avec l'Arduino, c'est-à-dire au lieu d'attendre 3,5 secondes pour faire le demi-pas suivant, en fait on fait des rampes de montée en tension qui vont venir avoir un mouvement beaucoup plus smooth. Alors
c'est possible de le faire. La vitesse très lente de la motorisation fait que l'Arduino va être capable de le faire parce qu'il fait ça avec des PWM, donc c'est des petites impulsions successives. Néanmoins, il faudrait voir si les transistors d'Arlington, donc de l'ULD 2803 là, ou 2800, permettent de faire du micro-stepping. Sinon, il faudra trouver d'autres composants qui seront capables de le faire. Il y aura peut-être des composants de lissage adjacents à ajouter, ça on ne sait pas encore trop. La deuxième possibilité, c'est de modifier le rapport de réduction et de modifier l'entraînement. Si on réduit le rapport de réduction, par exemple si on en arrive à 15 demi-pas par seconde, ça veut dire qu'un demi-pas correspond à 1 seconde. Et là on peut voir que même avec un objectif de 200 mm, et bien là on serait bon, puisque un objectif de 200 mm, on serait pas mal finalement vis-à-vis de l'échantillonnage, etc. On est sur des échantillonnages, vous voyez, qui sont de, on a envie de dire de 3, 4 à 8 secondes d'arc par pixel. Donc on a encore cette possibilité-là. Peut-être travailler sur de la transmission par courroie, ça existe. C'est tout cet ensemble-là qui est encore à réfléchir. Donc c'est une première version, Simon est très clair sur le sujet. Voilà, il a fait un design, il l'a essayé et ça marchait déjà. Ce qui est une très grosse performance déjà, que je ne peux que bien évidemment saluer. Et après, bien évidemment, il va continuer à faire des expérimentations. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, si on conserve le moteur Arduino, etc., on n'a pas besoin de racheter ça. Le poids, la barre, etc., puis finalement, la barre transversale, il n'y a pas de raison de la changer. En fait, on aurait à la limite que la grosse tête de monture à remplacer. Donc on en est pour un remplacement de 2 €. Les roulements à billes et l'axe, peut-être qu'ils seront conservés sur une version 2 ou des petites choses comme ça. Donc c'est une aventure qui ne fait que commencer. Aujourd'hui, donc, on sera plutôt sur des courtes focales, et l'avenir dira si on pourra passer à des plus longues focales. En tout cas, je suis le premier à le souhaiter et le premier à adresser mes plus sincères félicitations à Simon. Alors, chers amis téléacheteurs, cette monture, pour combien est-ce que je vous la propose? Eh bien, j'ai fait la somme un peu des différents éléments. L'impression 3D, si on prend le coût strict de la matière, ce sera 2 €. Si bien sûr vous le faites faire, ça vous coûtera un petit peu plus cher, bien sûr. Il y a quand même la rentabilité de la matière. La carte Arduino, elle coûte 4,19 € à peu près en import Chine sur Amazon. Vous avez un petit câble de programmation qui sera nécessaire, il coûte 3 €. Le moteur coûte 3 € également. La tige cuivre que vous avez qui va faire notre axe, elle va coûter 5 €. La tige filetée M8, là, elle va coûter 1,30 €. Les roulements à billes, ça c'est la partie la plus chère, 11,99 €. Après, je les ai achetés sur Amazon France. Donc si vous les faites venir d'Asie directement, ça mettra plus de temps, mais ça peut être moins cher. La vis photo 18 mm, donc, qui se trouve ici pour venir ensuite se fixer finalement des pièces de rotule d'appareil photo, elle va coûter 6,90 €. La rotule, c'est 18,99 €. On trouve un truc comme ça à 18,99 € également, ou sinon c'est la rotule boule que je vous ai montré tout à l'heure. Le poids de 1 kg coûte 1,50 € chez Decathlon. Et la visserie de 2,5 mm, eh bien là il y a un ensemble, et donc il y a un petit pack sur Amazon qui coûte 6,93 €. Au final, on est à 64,80 €. Il nous manque juste un petit câble USB. Ça se trouve sur une souris déglinguée ou un truc comme ça. Il nous manque l'alimentation. Moi, j'ai envie de dire que c'est mutualisé avec votre smartphone. Et il nous manque le trépied photo. Et pour 65 €, vous avez une monture qui va faire le job. Faut pas être trop exigeant, c'est-à-dire que ça bouge. Et donc, cette monture-là, il va falloir l'équilibrer correctement. Il va falloir l'utiliser quand il n'y a pas trop de vent. Maintenant, elle n'a pas non plus énormément de prise au vent. Mais il ne faut pas en attendre la même chose qu'une Star Adventurer ou une monture, donc vraiment du commerce, pour faire de l'astrophotographie avec un appareil photo numérique. Mais pour les utilisateurs de petits compacts et tout, à partir du moment où bien évidemment on peut faire des photos en rafale avec des temps de pause d'au moins 30 secondes et des choses comme ça, cette monture fera clairement le job. Elle est quand même hyper légère à transporter. Ce qui pèse le plus lourd, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est le poids. Mais sinon, moi je ne lui vois que des avantages. Donc je partirai avec en vacances. Vous verrez des photos faites avec cette monture très clairement à l'avenir sur la chaîne. En tout cas, voilà, Simon, je voulais te féliciter pour cette création. Donc c'est la 3D Adventurer by
Simon Rob, que vous trouverez maintenant désormais sous ce nom. Vous avez dans la description le lien sur Instruct Tables, qui est le site internet sur lequel vous trouvez toutes les ressources et le manuel de montage et le code source Arduino de la part de Simon. Vous avez aussi un lien vers le post Facebook où Simon a présenté sa monture et vous pouvez le féliciter. Mais vous pouvez aussi laisser un message sous cette vidéo ici, il les verra. Et en tout cas, voilà, vous pouvez maintenant imprimer la vôtre et vous lancer dans l'aventure de la 3D Adventurer by Simon Rob. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de vous lancer dans la confection de cette petite monture. Et voilà, il faut un petit peu de travail de bricolage, mais c'est pas non plus très sorcier. Un petit peu d'outillage, un peu d'électronique et donc de fer à souder. J'ai pas parlé bien sûr du prix des outillages, mais ça c'est pas comme ça qu'on chiffre le prix quand même de quelque chose. Et en tout cas, c'est quand même une solution franchement alternative super sympa. Pour moi, c'est complètement dans l'esprit de cette chaîne où on met l'argent là où il faut le mettre, c'est-à-dire dans le boîtier, dans l'optique, et tout ce que l'on peut faire par soi-même, et ben on essaie d'en profiter. Voilà, et c'est pas Laurent Oumar qui va me contredire ou aussi Julien Taverna. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.